Imaginez un instant que vous êtes assis dans une pièce parfaitement silencieuse. Pas un bruit, pas un souffle d'air, rien que le battement sourd de votre propre cœur. Maintenant, imaginez que dans cette pièce, il y a quelque chose d'invisible, quelque chose de si fondamental, de si profondément ancré dans la structure même de la réalité que sans cette chose, vous n'existeriez tout simplement pas. La pièce n'existerait pas. La Terre n'existerait pas. Les étoiles, les galaxies, l'univers tout entier tel que nous le connaissons, se seraient effondrés en une masse informe, sans structure, sans beauté, sans vie. Cette chose invisible, cette règle silencieuse qui gouverne chaque atome de votre corps, chaque étoile dans le ciel, chaque molécule d'eau que vous buvez, s'appelle le principe d'exclusion de Pauli. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs les plus absolues de ce principe, explorer chaque recoin, chaque implication, chaque mystère qui l'entoure, d'une manière que vous n'avez probablement jamais imaginée auparavant. Mais avant de commencer ce voyage extraordinaire, laissez-moi vous poser une question qui va peut-être vous sembler étrange. Pourquoi votre main ne traverse-t-elle pas la table sur laquelle elle est posée? Réfléchissez-y un instant. Vraiment, pensez-y profondément. Votre main est composée d'atomes, et la table aussi. Et les atomes, comme vous le savez peut-être, sont composés en grande majorité de vide. Si un atome avait la taille d'un stade de football, le noyau serait un petit poids posé au centre du terrain, et les électrons seraient des grains de poussière quelque part dans les gradins. Tout le reste, c'est du vide. Alors pourquoi, quand vous posez votre main sur cette table, ces deux collections d'atomes essentiellement vides ne se traversent-elles pas mutuellement? La réponse, aussi surprenant que cela puisse paraître, n'est pas principalement la répulsion électromagnétique comme on vous l'a peut-être enseigné à l'école. La réponse véritable, la raison profonde, est le principe d'exclusion de Pauli. Ce principe interdit aux électrons de vos atomes et aux électrons des atomes de la table d'occuper les mêmes états quantiques, créant ainsi une résistance à la compression qui donne à la matière sa solidité apparente. Voici un autre fait qui devrait vous donner des frissons. En ce moment même, quelque part dans notre galaxie, il existe des étoiles mortes, des cadavres stellaires appelés naines blanches, qui sont si incroyablement denses qu'une simple cuillère à café de leur matière pèserait environ 5 tonnes et demie. 5 tonnes et demie dans une cuillère à café. Ces objets extraordinaires ne sont pas maintenus en forme par la chaleur, ni par des réactions nucléaires, ni par aucune force que vous pourriez imaginer intuitivement. Non, ils sont maintenus contre l'écrasement gravitationnel par rien d'autre que le principe d'exclusion de Pauli. Les électrons à l'intérieur de ces étoiles, comprimés à des densités inimaginables, refusent obstinément de partager les mêmes états quantiques. Et cette résistance quantique crée une pression, appelée pression de dégénérescence électronique, qui est suffisante pour contrebalancer la gravité d'une étoile entière. Pensez à cela, un principe de mécanique quantique qui opère à l'échelle subatomique est capable de tenir tête à la gravité, la force qui façonne les galaxies et courbe l'espace-temps lui-même. Et voici peut-être le fait le plus renversant de tous. Ce principe a été proposé en 1925 par un jeune physicien autrichien de seulement 25 ans, un homme brillant mais tourmenté, connu pour sa langue acérée et son perfectionnisme implacable. Cet homme, Wolfgang Pauli,
a formulé ce principe non pas parce qu'il comprenait pourquoi il était vrai, mais parce qu'il avait observé que la nature semblait obéir à cette règle et que sans elle, rien dans la physique atomique ne faisait sens. Et le plus fascinant, c'est que même après avoir reçu le prix Nobel de physique pour cette découverte, même après que des décennies de physique théorique aient fourni des cadres mathématiques justifiant ce principe, Pauli lui-même a admis qu'il n'avait jamais pu donner une raison véritablement intuitive expliquant pourquoi cette règle existe. L'univers fonctionne ainsi, et c'est un mystère qui persiste encore aujourd'hui. Maintenant, si vous êtes le genre de personne qui reste éveillée la nuit à réfléchir au mystère de l'univers, si vous êtes le genre d'esprit curieux qui veut comprendre non seulement comment les choses fonctionnent, mais pourquoi elles fonctionnent ainsi, alors vous êtes exactement au bon endroit. Avant que nous plongions dans les profondeurs de la mécanique quantique, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos explorations cosmiques et à laisser un commentaire dès maintenant pour me dire ce que vous pensez. Croyez-vous que le principe d'exclusion de Pauli est une loi fondamentale ultime de l'univers? Ou pensez-vous qu'il existe quelque chose d'encore plus profond qui l'explique? J'ai hâte de lire vos réflexions. Et maintenant, commençons ce voyage extraordinaire dans les profondeurs de la réalité quantique. Pour comprendre le principe d'exclusion de Pauli, nous devons d'abord comprendre ce que signifie un état quantique, car c'est là que tout commence. En physique classique, celle que nous vivons au quotidien, décrire un objet est relativement simple. Si vous avez une balle de tennis, vous pouvez dire où elle se trouve dans l'espace, à quelle vitesse elle se déplace, dans quelle direction elle va, combien elle pèse, quelle est sa couleur. Avec ces informations, vous avez une description complète de la balle. Vous savez tout ce qu'il faut savoir pour prédire son comportement futur. Mais dans le monde quantique, le monde des atomes et des particules subatomiques, les choses sont radicalement différentes. Vous ne pouvez pas simplement pointer du doigt un électron et dire exactement où il se trouve et à quelle vitesse il va. Le principe d'incertitude de Heisenberg nous dit que plus vous connaissez précisément la position d'un électron, moins vous pouvez connaître sa vitesse et vice-versa. Alors, comment décrit-on un électron si l'on ne peut pas simplement donner sa position et sa vitesse? La réponse est que l'on utilise un ensemble de nombres appelés nombres quantiques. Et ces nombres, pris ensemble, définissent ce qu'on appelle l'état quantique de l'électron. Pensez à ces nombres quantiques comme à l'adresse complète d'un électron dans un atome. Tout comme votre adresse postale comprend un pays, une ville, une rue et un numéro de maison, l'adresse d'un électron dans un atome comprend 4 nombres quantiques, chacun décrivant un aspect différent de son existence. Et pour comprendre le principe de Pauli, il est absolument essentiel de comprendre ce que chacun de ces 4 nombres signifie, car le principe dit essentiellement que 2 électrons ne peuvent pas avoir exactement la même adresse complète. Le premier nombre quantique s'appelle le nombre quantique principal et il est désigné par la lettre n. Ce nombre peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, en augmentant indéfiniment. Le nombre quantique principal détermine principalement 2 choses. Premièrement, il détermine l'énergie de l'électron. Plus n est grand, plus l'électron a d'énergie. Deuxièmement, il détermine la distance moyenne de l'électron par rapport au noyau de l'atome. Plus n est grand, plus l'électron se trouve en moyenne, loin du noyau.
Pour utiliser une analogie, imaginez un immeuble d'appartements. Le nombre quantique principal, c'est le numéro de l'étage. Le premier étage, n égale 1, est le plus proche du sol, c'est-à-dire du noyau, et c'est le niveau d'énergie le plus bas. Le deuxième étage, n égale 2, est plus haut et correspond à une énergie plus élevée. Et ainsi de suite. Historiquement, ce nombre quantique est apparu avec le modèle atomique de Niels Bohr en 1913, quand Bohr a proposé que les électrons ne pouvaient orbiter autour du noyau que sur certaines orbites discrètes, chacune correspondant à un niveau d'énergie spécifique. Bien que le modèle de Bohr ait été remplacé par la mécanique quantique moderne, le concept du nombre quantique principal a survécu et reste fondamental. Le deuxième nombre quantique est le nombre quantique de moment angulaire orbital, désigné par la lettre L. Pour un niveau d'énergie donné n, ce nombre peut prendre les valeurs de 0 à n-1. Ainsi, si n égale 1, L ne peut être que 0. Si n égale 2, L peut être 0 ou 1. Si n égale 3, L peut être 0, 1 ou 2. Ce nombre détermine la forme de l'orbitale dans laquelle se trouve l'électron. Quand L égale 0, on parle d'une orbitale S qui a une forme sphérique. Quand L égale 1, on parle d'une orbitale P qui a une forme en altère ou en 8. Quand L égale 2, on parle d'une orbitale D qui a des formes plus complexes, souvent en trèfle à 4 feuilles. Et quand L égale 3, on parle d'une orbitale F, dont les formes sont encore plus élaborées. Les lettres S, P, D et F proviennent de termes spectroscopiques historiques, sharp, principale, diffuse et fondamentale, qui décrivaient l'apparence des raies spectrales produites par les transitions d'électrons entre ces niveaux. Pour revenir à notre analogie de l'immeuble, si le nombre quantique principal est l'étage, le nombre quantique de moment angulaire orbital est le type d'appartement sur cet étage. Sur chaque étage, il peut y avoir différents types de logements, un studio, un 2 pièces, un 3 pièces, et chaque type a une disposition différente, tout comme chaque type d'orbital a une forme différente. Le troisième nombre quantique est le nombre quantique magnétique désigné par ml. Pour une valeur donnée de L, ce nombre peut prendre toutes les valeurs entières de -L à +L en passant par 0. Par exemple, si elle égale 1, alors elle peut être -1, 0 ou +1, ce qui donne 3 orientations possibles. Si L égale 2, ml peut être -2, -1, 0, +1 ou +2, ce qui donne 5 orientations. Ce nombre détermine l'orientation de l'orbitale dans l'espace, c'est-à-dire dans quelle direction elle pointe. Imaginez une orbitale P en forme d'altère. Elle pourrait pointer le long de l'axe X, de l'axe X ou de l'axe Z, ce qui correspond aux 3 valeurs possibles de ml quand L égale 1. Dans notre analogie d'immeuble, si le nombre quantique principal est l'étage et le nombre de moments angulaires est le type d'appartement, alors le nombre quantique magnétique est l'orientation de l'appartement, c'est-à-dire vers quelle direction il fait face, nord, sud, est ou ouest. Ce nombre quantique tire son nom du fait qu'il a été découvert grâce au comportement des atomes dans les champs magnétiques. Quand un atome est placé dans un champ magnétique externe, les niveaux d'énergie qui étaient auparavant identiques pour différentes orientations se séparent, un phénomène appelé l'effet Zeeman. Chaque orientation interagit légèrement différemment avec le champ magnétique, ce qui produit des raies spectrales supplémentaires. Et maintenant, nous arrivons au 4e et dernier nombre quantique, peut-être le plus mystérieux de tous, le nombre quantique de spin,
désigné par MIS. Ce nombre ne peut prendre que deux valeurs, plus 1/2 et moins 1/2. Le spin est une propriété intrinsèque de l'électron qui n'a aucun analogue classique véritable. On l'appelle spin parce que, mathématiquement, il se comporte un peu comme un moment angulaire, comme si l'électron tournait sur lui-même. Mais attention, l'électron ne tourne pas réellement sur lui-même comme une toupie. Si c'était le cas, en utilisant les limites connues de la taille de l'électron, sa surface devrait se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est impossible selon la relativité restreinte. Le spin est quelque chose de fondamentalement quantique, une propriété qui existe dans le monde subatomique, mais qui n'a pas d'équivalent dans notre expérience quotidienne. On peut se représenter les deux valeurs du spin comme deux états distincts, souvent appelés spin haut et spin bas, ou spin up et spin down, mais ces termes sont des conventions. L'essentiel est que pour chaque combinaison des trois premiers nombres quantiques, l'électron peut exister dans l'un de ces deux états de spin, et seulement deux. Maintenant que nous comprenons les quatre nombres quantiques, nous pouvons définir précisément ce qu'est un état quantique. Un état quantique d'un électron dans un atome est une combinaison unique des quatre nombres quantiques N, L, M, L et MS. C'est l'adresse complète de l'électron. Et le principe d'exclusion de Pauli dit simplement ceci. Dans un atome donné, deux électrons ne peuvent jamais avoir exactement les mêmes quatre nombres quantiques. Chaque électron doit avoir une adresse unique. C'est comme si, dans notre immeuble d'appartements, chaque pièce de chaque appartement ne pouvait accueillir qu'un seul occupant. Si un étage a un certain nombre d'appartements et que chaque appartement a un certain nombre de pièces, alors le nombre total de locataires sur cet étage est limité. Et quand tous les espaces sont remplis, les prochains locataires doivent monter à l'étage suivant. Prenons un exemple concret pour voir comment cela fonctionne. L'hydrogène, l'élément le plus simple, a un seul électron. Cet électron occupe l'état de plus basse énergie possible, avec N égale 1, L égale 0, ML égale 0, et MS peut être plus 1/2 ou moins 1/2, peu importe lequel puisqu'il est seul. L'hélium a deux électrons. Le premier prend l'état N égale 1, L égale 0, ML égale 0, MS égale plus 1/2. Le deuxième prend le même N, le même L, le même ML, mais avec MS égale moins 1/2. Les deux électrons sont dans la même orbitale, le même étage, le même type d'appartement, la même orientation, mais ils ont des spins opposés. Et voilà, le premier niveau d'énergie est plein. Il ne peut plus accueillir aucun électron supplémentaire. C'est pour cela que l'hélium est un gaz noble, inerte, réticent à former des liaisons chimiques. Ces deux places, au premier étage, sont occupées, et il est parfaitement satisfait de cette configuration. Que se passe-t-il quand on arrive au lithium avec 3 électrons? Les deux premiers électrons remplissent le premier niveau d'énergie, exactement comme dans l'hélium. Mais le troisième électron n'a plus de place au premier étage. Tous les états quantiques possibles avec n égale 1 sont occupés. Donc ce troisième électron est obligé de monter au deuxième étage n égale 2. Il se retrouve dans l'orbitale 2s avec L égale 0, ML égale 0 et un spin quelconque. Et c'est cet électron solitaire au deuxième étage qui donne au lithium ses propriétés chimiques caractéristiques, sa réactivité, sa capacité à former des liaisons, son comportement de métal alcalin. Tout cela parce que le principe de Pauli a forcé cet électron à occuper un niveau d'énergie supérieur. Avant de nous plonger dans les profondeurs mathématiques et philosophiques
du principe de Pauli, prenons un moment pour connaître l'homme qui l'a formulé, car son histoire est fascinante et éclaire la nature même de sa découverte. Wolfgang Ernst Pauli est né le 25 avril 1900 à Vienne, en Autriche, au sein d'une famille intellectuellement remarquable. Son père, Wolfgang Joseph Pauli, était un professeur de chimie physique à l'université de Vienne. Son parrain, rien de moins, était Ernst Mach, le célèbre physicien et philosophe dont le nom est associé au nombre de Mach en aérodynamique. Imaginez grandir avec un tel environnement intellectuel. Dès son plus jeune âge, Wolfgang Pauli montrait des aptitudes extraordinaires pour les mathématiques et la physique. Il lisait Einstein à l'adolescence, non pas comme un devoir scolaire, mais par pure fascination intellectuelle. À l'âge de 18 ans, seulement 2 mois après avoir passé son examen de maturité, le jeune Pauli publia son premier article scientifique, un travail sur la théorie de la relativité générale d'Einstein. Peu après, il fut invité par Arnold Sommerfeld, l'un des plus grands physiciens théoriques de l'époque et un formidable professeur, à écrire un article encyclopédique sur la relativité pour la prestigieuse Encyclopédie des sciences mathématiques. Pauli avait 21 ans quand il termina cet article, une monographie de 237 pages qui présentait la relativité générale avec une clarté et une profondeur qui impressionnèrent le monde de la physique. Einstein lui-même, après avoir lu cet ouvrage, déclara que personne n'aurait pu faire mieux, pas même lui. Imaginez cela, le créateur de la relativité générale, admettant qu'un jeune homme de 21 ans avait écrit une meilleure explication de sa propre théorie. C'est le genre de génie que possédait Wolfgang Pauli. Mais Pauli n'était pas seulement un génie. Il avait une personnalité extraordinairement complexe et souvent difficile. Il était connu dans le monde de la physique pour sa franchise brutale, son intolérance envers les idées mal formulées et ses critiques dévastatrices. On le surnommait la conscience de la physique, car rien n'échappait à son regard analytique impitoyable. Lors des conférences, quand un orateur présentait une théorie que Pauli jugeait insatisfaisante, il n'hésitait pas à le dire publiquement, souvent avec une cruauté intellectuelle qui faisait frémir l'audience. Sa critique la plus célèbre, devenue un aphorisme dans le monde scientifique, était dirigée contre un article qu'il jugeait si mauvais qu'il dit « Ce n'est même pas faux ». Cette phrase « Das ist nicht einmal falsch » est devenue légendaire. Elle signifie que la théorie en question était si vague, si mal définie, qu'elle ne pouvait même pas être testée et donc réfutée. Elle était pire que fausse, elle était insignifiante. Les physiciens qui devaient présenter leurs travaux devant Pauli le faisaient souvent avec une appréhension considérable. On raconte que de jeunes chercheurs tremblaient littéralement en montant sur l'estrade si Pauli était dans le public, sachant qu'une question assassine pourrait surgir à tout moment. Il y avait aussi une légende amusante mais persistante dans la communauté des physiciens, connue sous le nom d'effet Pauli. Selon cette légende, les équipements de laboratoire avaient tendance à tomber en panne ou à mal fonctionner en présence de Pauli. Des incidents documentés alimentaient cette superstition. Dans un cas célèbre, un appareil compliqué dans un laboratoire de Göttingen tomba en panne mystérieusement. Le physicien James Franck, en rapportant l'incident, nota l'heure exacte de la panne et écrivit à Pauli pour lui demander en plaisantant s'il n'était pas passé à proximité à ce moment-là. Pauli répondit qu'effectivement, à cette heure précise,
son train en provenance de Zurich s'était arrêté momentanément en gare de Göttingen lors d'un changement de train. La coïncidence était trop parfaite pour ne pas alimenter le mythe. Bien sûr, l'effet Pauli n'était qu'une plaisanterie entre physiciens, mais elle reflétait quelque chose de plus profond sur la personnalité de Pauli, un homme dont la simple présence semblait exercer une force perturbatrice sur son environnement, aussi bien intellectuellement que, selon la légende, physiquement. Mais derrière cette façade de critique impitoyable se cachait un homme profondément tourmenté. Pauli souffrait de périodes de dépression, d'insomnie et d'alcoolisme. Sa vie personnelle était tumultueuse. Son premier mariage, en 1929, ne dura qu'un an. Il traversa une crise personnelle si profonde dans les années 1930 qu'il entama une analyse avec Carl Jung, le célèbre psychanalyste, un fait remarquable qui témoigne de la profondeur de sa quête intérieure. La correspondance entre Pauli et Jung est fascinante, car elle montre un dialogue entre deux des plus grands esprits du XXe siècle, l'un explorant les profondeurs de la matière, l'autre les profondeurs de l'esprit humain. Pauli était obsédé par la question de savoir si la physique et la psychologie pouvaient être unifiées dans un cadre plus large, et ses rêves, qu'il analysait avec Jung, étaient remplis de symboles mathématiques et physiques. C'est un aspect souvent méconnu de l'homme, le fait que le physicien qui a découvert l'un des principes les plus rigoureux et les plus fondamentaux de la nature était aussi quelqu'un qui cherchait un sens plus profond, au-delà des équations. Maintenant, replongeons dans le contexte scientifique des années 1920 pour comprendre quel problème Pauli essayait de résoudre quand il formula son principe. Au début des années 1920, la physique atomique était dans un état de confusion profonde. Le modèle de Bohr, proposé en 1913, avait été un succès spectaculaire pour expliquer le spectre de l'hydrogène, l'atome le plus simple avec un seul électron. Bohr avait montré que l'électron de l'hydrogène ne pouvait orbiter autour du noyau que sur certaines orbites discrètes, chacune correspondant à un niveau d'énergie quantifié, et que les transitions entre ces niveaux produisaient les raies spectrales observées. C'était élégant, c'était révolutionnaire, et cela fonctionnait magnifiquement pour l'hydrogène. Mais dès qu'on passait à des atomes plus complexes, avec plus d'un électron, le modèle de Bohr commençait à s'effondrer. Les spectres des atomes multi-électrons étaient beaucoup plus complexes que ce que le modèle pouvait prédire, avec des raies supplémentaires, des dédoublements inexpliqués et des structures fines qui défiaient toute explication. Le problème le plus vexant était ce qu'on appelait l'effet Zeeman anomale. L'effet Zeeman normal, découvert par Peter Zeeman en 1896, était le dédoublement des raies spectrales quand un atome était placé dans un champ magnétique. Cet effet était bien compris, il résultait de l'interaction entre le moment magnétique orbital de l'électron et le champ magnétique externe. Mais dans de nombreux cas, les raies spectrales se dédoublaient d'une manière que le modèle ne pouvait absolument pas expliquer. Un effet qualifié d'anomale parce qu'il ne suivait pas les règles. Les raies se scindaient en un nombre impair de composantes là où la théorie prédisait un nombre pair, ou vice-versa, et les espacements entre les composantes ne correspondaient à aucun calcul connu. Parallèlement, il y avait le mystère de la configuration électronique des atomes. Pourquoi les électrons dans un atome se répartissaient-ils en couches-tout de la manière observée? Pourquoi le premier niveau d'énergie ne pouvait-il accueillir
que 2 électrons? Pourquoi le deuxième pouvait en accueillir 8? Pourquoi le troisième 18? Le modèle de Bohr ne donnait aucune raison pour laquelle tous les électrons ne tomberaient pas simplement dans le niveau d'énergie le plus bas. Si vous avez un immeuble et que le rez-de-chaussée est le plus confortable, pourquoi tous les locataires ne s'y entassent-ils pas? Il devait y avoir une règle, un principe qui interdisait cette accumulation. Mais personne ne savait quelle était cette règle, ni pourquoi elle existait. C'est dans ce contexte de confusion et de frustration que Pauli, alors âgé de 25 ans et travaillant à Hambourg, eut son moment de génie. En analysant méticuleusement les données spectroscopiques et les configurations électroniques connues, il remarqua un schéma extraordinaire. Si l'on supposait que chaque électron dans un atome était décrit par un ensemble unique de nombres quantiques, alors toutes les données observées s'expliquaient naturellement. Le problème était que les 3 nombres quantiques connus à l'époque, n, l et m, l, n'étaient pas suffisants. Il fallait un 4e nombre que Pauli décrivit comme une bivalence quantique non descriptible classiquement, un classiquement nicht beschreibbar Zweideutigkeit. Ce 4e nombre pouvait prendre 2 valeurs, et avec lui, le schéma devenait complet. Chaque électron devait avoir un ensemble unique de 4 nombres quantiques. Si l'on essayait de mettre un 2e électron dans un état déjà occupé, la nature disait simplement non. Pauli publia cette idée en janvier 1925 dans un article intitulé Über den Zusammenhang des Abschlüsse der Elektronengruppen im Atom mit der Komplexstruktur der Spektre, ce qui signifie sur la connexion entre la complétion des groupes d'électrons dans l'atome et la structure complexe des spectres. Le titre est long et technique, mais le contenu était révolutionnaire. Pauli proposait ce qu'il appelait alors une règle d'exclusion, pas encore un principe. Il ne prétendait pas comprendre pourquoi cette règle existait, seulement qu'elle semblait être vraie et qu'elle expliquait tout ce que les physiciens n'avaient pas pu expliquer jusque-là. Quelques mois plus tard, en octobre 1925, 2 jeunes physiciens néerlandais, Samuel Goudsmit et George Uhlenbeck, alors étudiants à l'université de Leyde, proposèrent que le mystérieux 4e nombre quantique de Pauli correspondait à un moment angulaire intrinsèque de l'électron qu'ils appelèrent le spin. L'idée était que l'électron possédait un moment cinétique propre, comme s'il tournait sur lui-même, et que ce spin ne pouvait prendre que 2 orientations, correspondant aux valeurs plus 1/2 et moins 1/2, en unité de la constante de Planck réduite. Cette proposition était audacieuse, d'autant plus que le concept de spin n'avait aucun analogue classique évident. Et voici l'ironie de l'histoire. Quand Goudsmit et Uhlenbeck montrèrent leur idée à Pauli, celui-ci fut initialement sceptique, voire hostile. Pauli pensait que l'idée d'un spin de l'électron était incorrecte, ou du moins mal formulée. Il avait explicitement rejeté l'idée d'une rotation propre de l'électron dans son propre article, arguant que cette interprétation physique était problématique. Heureusement, Paul Ehrenfest, le mentor de Goudsmit et Uhlenbeck à Leyde, les encouragea à publier malgré les réserves de Pauli. Et il s'avéra que le spin était exactement la propriété bivalente que Pauli avait postulée, mais qu'il n'avait pas su identifier physiquement. Le concept de spin devint l'un des piliers de la mécanique quantique, et le 4e nombre quantique de Pauli avait trouvé son interprétation physique. En 1945, Wolfgang Pauli reçut le prix Nobel de physique
pour la découverte du principe d'exclusion, également appelé le principe de Pauli. Le comité Nobel reconnaissait ainsi que cette découverte avait été d'une importance capitale pour la compréhension de la structure atomique, de la chimie et de la physique de l'état solide. Mais même lors de son discours Nobel, Pauli exprima une insatisfaction profonde. Il déclara qu'il avait été incapable de donner une raison logique pour le principe d'exclusion ou de le déduire d'hypothèses plus générales, et qu'il continuait à considérer cette incapacité comme un défaut de la théorie. Cette honnêteté intellectuelle, cet refus de se satisfaire d'une réponse partielle, était caractéristique de Pauli. Il avait découvert l'une des lois les plus fondamentales de la nature, mais il savait que la découverte d'une règle n'est pas la même chose que la compréhension de la raison pour laquelle cette règle existe. Et c'est cette question, le pourquoi profond du principe d'exclusion, que nous allons maintenant explorer en détail. Maintenant, plongeons dans le cœur du sujet. Le principe d'exclusion de Pauli, dans sa formulation la plus générale, dit ceci: deux fermions identiques ne peuvent pas occuper simultanément le même état quantique. Chaque mot de cette phrase est important, et nous allons les décortiquer un par un, car c'est dans les nuances que se cache la profondeur. Commençons par le mot « identique ». En physique classique, quand on dit que deux objets sont identiques, on veut dire qu'ils sont très similaires, comme deux balles de tennis sorties de la même usine. Elles se ressemblent énormément, mais si vous regardez de très près, vous pourrez toujours trouver des différences microscopiques, une légère variation de couleur, un grain de la surface légèrement différent, une masse infime en plus ou en moins. En physique quantique, le concept d'identique est radicalement différent. Quand on dit que deux électrons sont identiques, on veut dire qu'ils sont absolument, fondamentalement, ontologiquement indiscernables. Il n'existe aucune propriété, aucune marque, aucun numéro de série, aucune caractéristique cachée qui pourrait permettre de distinguer un électron d'un autre. Chaque électron dans l'univers a exactement la même masse, exactement la même charge, exactement le même spin, exactement les mêmes propriétés. Ce ne sont pas des objets qui se ressemblent, ce sont des manifestations identiques d'une même entité fondamentale. Si vous échangez deux électrons, l'univers ne peut pas faire la différence, même en principe. Ce n'est pas une limitation de nos instruments ou de nos connaissances, c'est une propriété fondamentale de la réalité. Et cette indiscernabilité absolue est au cœur de ce qui rend la mécanique quantique si différente de la physique classique. Passons maintenant au mot fermion. Toutes les particules de l'univers appartiennent à l'une de deux catégories, et uniquement deux, les fermions et les bosons. La différence entre ces deux catégories est déterminée par une propriété unique, le spin. Les fermions sont les particules qui possèdent un spin demi-entier, c'est-à-dire un spin de 1,5, 3,5, 5,5 et ainsi de suite. Les électrons ont un spin de 1,5. Les protons aussi. Les neutrons aussi. Les quarks, les particules fondamentales qui composent les protons et les neutrons, ont aussi un spin de 1,5. Les neutrinos, ces particules fantomatiques qui traversent votre corps par milliards chaque seconde sans interagir avec rien, ont également un spin de 1,5. Toutes ces particules sont des fermions et toutes obéissent au principe d'exclusion de Pauli. Les bosons, en revanche, sont les particules qui possèdent un spin entier, 0, 1, 2 et ainsi de suite. Les photons, les particules de lumière, ont un spin de 1.
Les gluons qui maintiennent les quarks ensemble à l'intérieur des protons et des neutrons ont aussi un spin de 1. Les bosons W et Z, qui sont responsables de la force nucléaire faible, ont un spin de 1. Le boson de Higgs a un spin de 0. Et le graviton, s'il existe, aurait un spin de 2. Aucune de ces particules n'obéit au principe d'exclusion de Pauli. Les bosons peuvent occuper le même état quantique, sans aucune restriction. En fait, non seulement ils le peuvent, mais ils ont tendance à le faire. Plus il y a de bosons dans un état donné, plus il est probable qu'un boson supplémentaire rejoigne cet état. C'est un comportement diamétralement opposé à celui des fermions, et cette différence a des conséquences prodigieuses. La distinction entre fermions et bosons est l'une des divisions les plus fondamentales de la physique. Les fermions sont les briques de construction de la matière. Votre corps est fait de fermions, quarks, à l'intérieur des protons, et des neutrons dans les noyaux atomiques, et électrons autour de ces noyaux. Les bosons, eux, sont les médiateurs des forces. Les photons transmettent la force électromagnétique. Les gluons transmettent la force nucléaire forte. Les bosons W et Z transmettent la force faible. La matière est faite de fermions, et les forces entre les morceaux de matière sont transmises par des bosons. Et la raison pour laquelle la matière a une structure, la raison pour laquelle les atomes ont des couches d'électrons, la raison pour laquelle vous êtes un assemblage complexe et non pas un blob informe, c'est que les fermions obéissent au principe d'exclusion de Pauli, tandis que les bosons ne le font pas. Pour bien comprendre le contraste, pensez à ce qui se passe quand on refroidit des bosons à des températures extrêmement basses. En 1924 et 1925, Einstein, se basant sur les travaux du physicien indien Satyendra Nath Bose, prédit qu'à des températures suffisamment basses, un gaz de bosons identiques se condenserait dans le même état quantique de plus basse énergie, formant ce qu'on appelle un condensat de Bose-Einstein. C'est un état de la matière dans lequel des milliards de particules se comportent comme une seule entité quantique macroscopique. Cette prédiction fut confirmée expérimentalement en 1995 par Eric Cornell et Carl Wieman au GILA à Boulder, Colorado, qui refroidirent un gaz d'atomes de rubidium à quelques nanokelvin au-dessus du zéro absolu et observèrent la condensation prédite. Ils reçurent le prix Nobel en 2001 pour cette réalisation. Maintenant, essayez d'imaginer faire la même chose avec des fermions. Vous ne pouvez pas. Les fermions refusent catégoriquement de se condenser dans le même état. Quand vous refroidissez un gaz de fermions, au lieu de se rassembler dans le même état de basse énergie, ils remplissent les états disponibles un par un, du plus bas au plus haut, exactement comme les électrons remplissent les orbitales dans un atome. Ils forment ce qu'on appelle une mer de Fermi, un état où les fermions occupent tous les niveaux d'énergie disponibles jusqu'à un certain seuil, appelé l'énergie de Fermi, et laissent les niveaux supérieurs vides. C'est la manifestation macroscopique du principe d'exclusion de Pauli, visible à l'échelle d'un gaz de particules. Mais voici la question à 1 million d'euros. Pourquoi les fermions obéissent-ils au principe d'exclusion? Qu'est-ce qui les force à éviter les mêmes états quantiques? La réponse nous emmène dans les eaux profondes de la mécanique quantique et de la théorie quantique des champs, vers quelque chose qu'on appelle le théorème spin statistique. Ce théorème est l'un des résultats les plus profonds et les plus élégants de la physique théorique, et il relie de manière inattendue le spin d'une particule à son comportement statistique, c'est-à-dire à la question
de savoir si elle obéit ou non au principe d'exclusion de Pauli. Le théorème spin statistique stipule que les particules avec un spin demi-entier, les fermions, doivent nécessairement avoir des fonctions d'onde antisymétriques et que les particules avec un spin entier, les bosons, doivent nécessairement avoir des fonctions d'onde symétriques. Qu'est-ce que cela signifie? Pour le comprendre, nous devons plonger dans le concept de fonction d'onde. En mécanique quantique, chaque système physique est décrit par une fonction d'onde, souvent désignée par la lettre grecque psi. Cette fonction d'onde contient toute l'information sur le système. Si vous connaissez la fonction d'onde d'un système, vous savez tout ce qu'il est possible de savoir sur ce système dans le cadre de la mécanique quantique. Le carré de la fonction d'onde en un point donné vous donne la probabilité de trouver la particule à cet endroit. La fonction d'onde n'est pas une chose physique que vous pouvez voir ou toucher, c'est un objet mathématique qui encode les possibilités quantiques du système. Maintenant, considérons un système de deux particules identiques. La fonction d'onde de ce système dépend des coordonnées des deux particules. Nous l'écrirons psi de particule 1, particule 2. Puisque les deux particules sont identiques, c'est-à-dire fondamentalement indiscernables, échanger les deux particules ne devrait avoir aucun effet observable sur le système. C'est-à-dire que toutes les quantités physiques mesurables doivent rester les mêmes quand on échange les deux particules. La quantité physique mesurable la plus fondamentale est la probabilité, qui est donnée par le carré de la fonction d'onde. Donc, l'échange des deux particules doit laisser le carré de la fonction d'onde inchangé. Mathématiquement, cela signifie que psi de particule 2, particule 1 au carré, doit être égal à psi de particule 1, particule 2 au carré. Cette condition est satisfaite de deux manières possibles, et uniquement deux. Soit la fonction d'onde elle-même ne change pas quand on échange les deux particules. Psi de particule 2, particule 1 est égal à psi de particule 1, particule 2, auquel cas on dit que la fonction d'onde est symétrique. Soit la fonction d'onde change de signe quand on échange les deux particules. Psi de particule 2, particule 1 est égal à moins psi de particule 1, particule 2, auquel cas on dit que la fonction d'onde est antisymétrique. Il n'y a pas d'autre possibilité, car le facteur de phase résultant de l'échange doit être son propre inverse quand l'échange est appliqué deux fois, ce qui donne plus 1 ou moins 1 comme seule option en 3 dimensions spatiales. Le théorème spin statistique dit que le choix entre ces deux options n'est pas arbitraire. Il est déterminé par le spin de la particule. Les fermions, avec leur spin demi-entier, ont des fonctions d'onde antisymétriques. Les bosons, avec leur spin entier, ont des fonctions d'onde symétriques. Et c'est cette antisymétrie qui était la source du principe d'exclusion de Pauli. Voici pourquoi. Supposons que deux fermions identiques soient dans le même état quantique. Appelons cet état alpha. Alors, la fonction d'onde du système est psi de alpha, ce qui signifie que la particule 1 est dans l'état alpha et la particule 2 est aussi dans l'état alpha. Maintenant, échangeons les deux particules. Puisqu'elles sont toutes les deux dans le même état alpha, l'échange ne change rien. Donc, psi de alpha après échange est toujours psi de alpha. Mais nous savons que pour des fermions, l'échange doit changer le signe de la fonction d'onde. Donc, psi de alpha doit être égal à moins psi de alpha. La seule valeur qui est égale à son propre négatif est 0. Donc, psi de alpha est égal à 0.
la fonction d'onde s'annule. La probabilité, qui est le carré de la fonction d'onde, est donc 0. Cet état est tout simplement impossible. Il ne peut pas exister. Deux fermions identiques dans le même état quantique est une configuration dont la probabilité est exactement 0, non pas très petite, non pas improbable, mais exactement et rigoureusement 0. C'est comme demander à un carré d'avoir 5 côtés, ce n'est pas difficile ou improbable, c'est mathématiquement impossible. Cette démonstration est si élégante qu'elle mérite d'être appréciée pleinement. Toute l'argumentation repose sur deux ingrédients. Premièrement, les particules sont identiques, ce qui signifie que l'échange ne peut pas changer la physique. Deuxièmement, la fonction d'onde est antisymétrique, ce qui signifie que l'échange change le signe de la fonction d'onde. Quand ces deux conditions sont combinées avec l'hypothèse que les deux particules sont dans le même état, la seule conclusion possible est que la fonction d'onde est 0. Pas de fonction d'onde signifie pas de probabilité, ce qui signifie que cet état est interdit. C'est un résultat purement mathématique, aussi certain que le fait que 2 plus 2 fait 4. Il n'y a pas de mécanisme physique qui repousse les électrons, pas de force mystérieuse qui les empêche de coexister dans le même état. C'est la structure mathématique même de la mécanique quantique qui rend cette coexistence impossible. Pour ceux qui sont familiers avec l'algèbre linéaire, il existe une manière encore plus élégante de voir cela en utilisant ce qu'on appelle un déterminant de Slater. La fonction d'onde antisymétrique de n fermions peut être écrite sous la forme d'un déterminant d'une matrice n par n, où chaque ligne représente une particule et chaque colonne représente un état quantique. Si deux fermions sont dans le même état, deux colonnes du déterminant sont identiques. Et un résultat fondamental de l'algèbre linéaire nous dit qu'un déterminant avec deux colonnes identiques est toujours égal à 0. Donc, encore une fois, la fonction d'onde s'annule et l'état est interdit. C'est mathématiquement verrouillé. Mais maintenant, poussons la question un cran plus loin. Nous savons que les fermions ont des fonctions d'onde antisymétriques et que cette antisymétrie mène au principe d'exclusion. Mais pourquoi les fermions ont-ils des fonctions d'onde antisymétriques? Pourquoi le spin demi-entier impose-t-il l'antisymétrie? C'est ici que nous touchons aux fondements les plus profonds de la physique, et la réponse nous vient du théorème spin statistique qui a été démontré rigoureusement par Pauli lui-même en 1940 et plus tard par d'autres physiciens comme Julian Schwinger, Gerhard Lüders et Bruno Zumino. Le théorème spin statistique n'est pas un postulat ni une hypothèse. C'est un théorème, ce qui signifie qu'il est démontré mathématiquement à partir d'un ensemble d'axiomes fondamentaux. Et quels sont ces axiomes? Ils sont au nombre de 4, et chacun représente un aspect fondamental de notre compréhension de la physique. Le premier axiome est l'invariance de Lorentz, c'est-à-dire que les lois de la physique doivent être les mêmes pour tous les observateurs inertiels, conformément à la relativité restreinte d'Einstein. Le deuxième axiome est la localité, c'est-à-dire que les événements séparés par un intervalle de type espace, plus éloigné que ce que la lumière pourrait parcourir entre eux, ne peuvent pas s'influencer causalement. C'est essentiellement le principe de causalité. Le troisième axiome est que l'énergie doit être positive, c'est-à-dire que le vide, l'état de plus basse énergie, doit être stable. Il ne doit pas être possible de créer indéfiniment des particules à partir de rien. Le quatrième axiome est que la théorie doit être formulée dans le cadre de la théorie quantique des champs,
où les particules sont des excitations de champs fondamentaux qui remplissent tout l'espace. À partir de ces 4 axiomes, on peut démontrer que les champs qui créent des particules de spin demi-entier doivent nécessairement obéir à des relations d'anticommutation, ce qui signifie que la création de 2 particules identiques dans le même état donne 0. Les champs qui créent des particules de spin entier doivent nécessairement obéir à des relations de commutation, ce qui n'impose aucune telle restriction. La démonstration est techniquement complexe et implique des mathématiques avancées, mais le résultat est limpide. Si vous acceptez les 4 axiomes ci-dessus, alors le principe d'exclusion de Pauli pour les fermions est une conséquence mathématique inévitable. Il n'est pas ajouté comme une règle supplémentaire, il émerge de la structure même de la théorie. Ce résultat est absolument remarquable quand on y réfléchit. Le principe d'exclusion de Pauli qui détermine pourquoi votre main ne passe pas à travers la table, qui détermine pourquoi les étoiles ne s'effondrent pas, qui détermine pourquoi la chimie fonctionne et pourquoi la vie est possible, n'est pas une loi ad hoc inventée pour coller aux observations. C'est une conséquence logique de la relativité restreinte, de la causalité, de la stabilité du vide et du cadre de la théorie quantique des champs. Autrement dit, la raison pour laquelle vous pouvez vous tenir debout sur le sol est ultimement liée à la structure de l'espace-temps et aux exigences de la causalité. Ce n'est pas juste une règle quantique, c'est une règle quantique relativiste. L'univers ne pourrait pas être relativiste, causal et stable, tout en permettant aux fermions de s'agglutiner dans le même état. Ces propriétés sont incompatibles. Le principe d'exclusion est le prix à payer pour vivre dans un univers qui respecte la relativité et la causalité. Et d'une certaine manière, c'est un très bon marché. Il y a encore un concept important qui découle directement du principe d'exclusion et que nous devons comprendre avant de passer aux conséquences cosmiques, c'est ce qu'on appelle l'interaction d'échange. Quand 2 électrons sont dans le même voisinage, par exemple dans le même atome, le fait que leurs fonctions d'onde doivent être antisymétriques crée une corrélation entre leurs positions. Les électrons avec le même spin ont tendance à s'éviter spatialement, non pas à cause d'une force de répulsion, mais à cause de l'antisymétrie de leurs fonctions d'onde. Cet évitement spatial réduit l'énergie de répulsion coulombienne entre eux, ce qui abaisse l'énergie totale du système. La différence d'énergie entre l'état symétrique et l'état antisymétrique s'appelle l'énergie d'échange. C'est une contribution purement quantique à l'énergie qui n'a pas d'analogue classique. L'énergie d'échange est responsable de phénomènes aussi importants que le ferromagnétisme, la propriété qui fait qu'un aimant est un aimant. Dans le fer, le cobalt et le nickel, l'interaction d'échange est telle qu'elle favorise l'alignement parallèle des spins des électrons de valence. Quand des milliards d'atomes alignent leurs spins dans la même direction à cause de cette interaction d'échange, vous obtenez un aimant permanent. Chaque fois que vous collez une note sur votre réfrigérateur avec un aimant, vous utilisez une conséquence directe du principe d'exclusion de Pauli. Maintenant que nous avons exploré le principe sous tous ses angles théoriques, il est temps de contempler ses conséquences, et elles sont tout simplement stupéfiantes. Le principe d'exclusion de Pauli n'est pas un détail technique de la physique subatomique. C'est l'un des principes les plus importants pour la structure et l'existence de l'univers tel que nous le connaissons. Ses conséquences s'étendent de l'infiniment petit à l'infiniment grand, des quarks à l'intérieur des protons jusqu'aux étoiles les plus massives, en passant par la chimie de la vie
et la technologie de nos ordinateurs. La conséquence la plus immédiate et la plus tangible du principe d'exclusion de Pauli est la structure du tableau périodique des éléments. Sans ce principe, le tableau périodique n'existerait tout simplement pas, et la chimie telle que nous la connaissons serait impossible. Voici pourquoi. Considérons un atome de carbone qui a 6 électrons. Si le principe d'exclusion n'existait pas, ces 6 électrons tomberaient tous dans l'état de plus basse énergie possible, l'orbital 1s. L'atome de carbone serait un minuscule objet sphérique avec tous ses électrons collés au noyau. Il en serait de même pour l'oxygène, le fer, l'or, l'uranium et tout autre élément. Tous les atomes auraient essentiellement la même configuration électronique avec tous leurs électrons dans l'orbital 1s, et donc tous les atomes auraient essentiellement les mêmes propriétés chimiques. Il n'y aurait pas de diversité chimique, pas de réactions complexes, pas de molécules élaborées, pas de chimie organique, pas de vie. Mais grâce au principe d'exclusion, les choses sont radicalement différentes. L'orbital 1s ne peut accueillir que 2 électrons, un avec spin plus 1/2 et un avec spin moins 1/2. Le troisième électron est forcé de monter au niveau n égale 2. Les orbitales 2s et 2p peuvent accueillir au total 8 électrons, 2 dans la 2s et 6 dans les 3 orbitales 2p. Une fois ces 8 places remplies, les électrons supplémentaires doivent monter au niveau n égale 3 et ainsi de suite. Cette construction progressive des configurations électroniques, forcée par le principe d'exclusion, s'appelle le principe d'Aufbau, du mot allemand signifiant construction. Chaque élément a une configuration électronique unique déterminée par le nombre d'électrons qu'il possède et par l'ordre dans lequel les niveaux d'énergie sont remplis. Et c'est cette configuration électronique qui détermine les propriétés chimiques de l'élément, sa réactivité, les types de liaisons qu'il peut former, sa place dans le tableau périodique. Considérons la première période du tableau périodique. L'hydrogène a un électron dans l'orbital 1s. Cet électron solitaire fait de l'hydrogène un élément très réactif, avide de partager ou de gagner un électron pour compléter sa couche. L'hélium a 2 électrons dans l'orbital 1s, ce qui remplit complètement le premier niveau d'énergie. Cette couche pleine rend l'hélium extraordinairement stable et chimiquement inerte. C'est un gaz noble qui ne forme pratiquement aucune liaison chimique dans des conditions normales. La deuxième période commence avec le lithium, dont le 3e électron est forcé par le principe de Pauli à occuper l'orbital 2s. Ce 3e électron, loin du noyau et faiblement lié, est facilement arraché, ce qui fait du lithium un métal alcalin extrêmement réactif. Puis vient le beryllium avec 4 électrons, le bore avec 5, le carbone avec 6, l'azote avec 7, l'oxygène avec 8, le fluor avec 9 et le néon avec 10, dont les 8 électrons de la deuxième couche remplissent complètement celle-ci, faisant du néon un autre gaz noble inerte. Chaque élément de cette séquence a des propriétés chimiques uniques, déterminées par sa configuration électronique, qui est elle-même déterminée par le principe d'exclusion de Pauli. Le carbone, par exemple, a 4 électrons dans sa couche externe, ce qui lui permet de former 4 liaisons covalentes, ce qui en fait l'élément le plus versatile de la chimie et la base de toute la chimie organique et de la vie. L'oxygène, avec 2 places vacantes dans sa couche externe, forme facilement 2 liaisons, ce qui lui permet de former la molécule d'eau, H2O, essentielle à la vie. Le fluor, avec une seule place vacante, est l'élément le plus électronégatif du tableau périodique, un oxydant si puissant
qu'il attaque pratiquement tout. Toutes ces propriétés, ou toute cette richesse chimique, toute cette diversité qui rend la chimie si fascinante et la vie possible, tout cela est une conséquence directe du fait que les électrons ne peuvent pas partager les mêmes états quantiques. Et il ne s'agit pas seulement des premières périodes. Plus on descend dans le tableau périodique, plus la configuration électronique devient complexe, avec des orbitales D et F qui se remplissent et créent les métaux de transition. Les lanthanides et les actinides, chacun avec des propriétés uniques. Le fer, avec sa configuration électronique spécifique, est capable de former des composés qui transportent l'oxygène dans votre sang, l'hémoglobine. Le cuivre, avec un électron célibataire dans sa couche D, est un excellent conducteur d'électricité. L'or, avec sa configuration électronique influencée par des effets relativistes sur les électrons internes, a sa couleur caractéristique jaune-doré. Chaque propriété de chaque élément est tracée directement au principe d'exclusion de Pauli et à la manière dont il force les électrons à s'organiser en couches. Au-delà de la structure atomique, le principe d'exclusion de Pauli est également fondamental pour comprendre les liaisons chimiques, ces connexions entre atomes qui créent les molécules. La liaison covalente, le type de liaison le plus fondamental en chimie organique, se forme quand deux atomes partagent une paire d'électrons. Et pourquoi une paire? Pourquoi pas 3, 4 ou 10 électrons partagés dans la même orbitale de liaison? À cause de Pauli. L'orbitale moléculaire de liaison ne peut accueillir que 2 électrons, un avec spin-up et un avec spin-down. C'est tout. C'est la raison pour laquelle la liaison covalente simple implique le partage de 2 électrons, et non plus. C'est la raison pour laquelle la théorie des orbitales moléculaires fonctionne comme elle le fait, avec des orbitales liantes et antiliantes qui se remplissent selon le principe d'exclusion. Pensez à la molécule d'eau, H2O. L'atome d'oxygène forme 2 liaisons covalentes, une avec chaque atome d'hydrogène. Chaque liaison implique une paire d'électrons partagés, un de l'hydrogène et un de l'oxygène, occupant une orbitale moléculaire liante avec des spins opposés. L'angle entre les 2 liaisons, environ 104,5 degrés, est déterminé par la répulsion entre les paires d'électrons, une répulsion qui est elle-même une conséquence de l'interaction d'échange et du principe d'exclusion. C'est cet angle spécifique qui donne à l'eau sa polarité, et c'est cette polarité qui donne à l'eau ses propriétés extraordinaires, sa capacité à dissoudre tant de substances, sa tension de surface élevée, sa densité maximale à 4 degrés Celsius plutôt qu'à 0, le fait que la glace flotte. Toutes ces propriétés de l'eau, si cruciales pour la vie sur Terre, sont des conséquences en cascade du principe d'exclusion de Pauli. Et maintenant, permettez-moi de vous emmener vers quelque chose d'encore plus fondamental. Le principe d'exclusion de Pauli est la raison pour laquelle la matière est solide, la raison pour laquelle vous pouvez vous tenir debout sur le sol, la raison pour laquelle un rocher est dur et non pas mou comme un nuage. Cette affirmation peut sembler étrange, car on nous enseigne souvent que la solidité de la matière est due à la répulsion électromagnétique entre les nuages d'électrons des atomes adjacents. Et c'est partiellement vrai, la répulsion électromagnétique joue un rôle. Mais la contribution dominante à la résistance de la matière à la compression vient en réalité du principe d'exclusion de Pauli. En 1967, les physiciens Freeman Dyson et Andrew Lennard publièrent un article fondamental démontrant mathématiquement que la stabilité de la matière, le fait qu'un bloc de matière a un volume proportionnel
au nombre de particules qu'il contient, dépend essentiellement du principe d'exclusion. Ils montrèrent que si les électrons étaient des bosons plutôt que des fermions, la matière ne serait pas stable. Les atomes s'effondreraient les uns dans les autres, la matière n'aurait pas de rigidité et l'univers serait un lieu très différent et très inhospitalier. Le résultat de Dyson et Lenard, connu sous le nom de théorème de stabilité de la matière, est l'une des démonstrations les plus profondes de l'importance du principe d'exclusion de Pauli. Pour comprendre intuitivement pourquoi le principe d'exclusion donne de la rigidité à la matière, pensez à ce qui se passe quand vous essayez de comprimer un bloc de matière. Comprimer la matière signifie forcer les atomes à se rapprocher, ce qui signifie forcer les électrons à occuper un espace plus petit. Mais si les électrons sont confinés dans un espace plus petit, le principe d'incertitude de Heisenberg nous dit que leur énergie cinétique augmente, car une position plus précise implique une impulsion plus incertaine et donc plus grande en moyenne. Cet effet seul créerait déjà une résistance à la compression. Mais pour les fermions, il y a un effet supplémentaire, crucial. Le principe d'exclusion interdit aux électrons de s'entasser tous dans le même état de basse énergie. Ils doivent occuper des états de plus en plus énergétiques. Quand vous essayez de comprimer la matière, vous forcez ces électrons à occuper un espace plus petit, ce qui signifie qu'ils doivent occuper des états d'énergie encore plus élevés, ce qui crée une pression supplémentaire qui résiste à la compression. Cette pression, appelée pression de dégénérescence, est purement quantique et n'a rien à voir avec la température. Elle existe même au zéro absolu. C'est une pression qui résiste à la compression non pas parce que les particules rebondissent les unes sur les autres, comme dans un gaz classique, mais parce que les lois de la mécanique quantique interdisent aux fermions de s'entasser dans les mêmes états. Cette pression de dégénérescence est ce qui vous empêche de passer à travers le sol. Quand votre pied touche le sol, les nuages d'électrons des atomes de votre pied interagissent avec les nuages d'électrons des atomes du sol. Si les électrons se rapprochaient davantage, le principe d'exclusion les forcerait dans des états de plus haute énergie, ce qui augmenterait considérablement l'énergie du système. La nature résiste à cette augmentation d'énergie en créant une force de réaction qui empêche votre pied de pénétrer dans le sol. C'est le principe d'exclusion de Pauli, opérant à travers des milliards d'atomes simultanément, qui crée cette expérience macroscopique que nous appelons la solidité de la matière. Maintenant, quittons le monde terrestre et tournons nos regards vers les étoiles, car c'est dans l'astrophysique que le principe d'exclusion de Pauli révèle ses conséquences les plus spectaculaires et les plus dramatiques. Et pour cela, nous devons comprendre ce qui se passe quand une étoile meurt. Pendant la majeure partie de sa vie, une étoile, comme notre Soleil, est en équilibre entre deux forces opposées. La gravité, qui tire toute la matière de l'étoile vers l'intérieur, essayant de la comprimer en un point, et la pression thermique générée par les réactions de fusion nucléaire dans le cœur de l'étoile qui pousse vers l'extérieur. La fusion nucléaire convertit l'hydrogène en hélium, libérant une quantité prodigieuse d'énergie sous forme de lumière et de chaleur. C'est cette énergie qui crée la pression thermique qui contrebalance la gravité et maintient l'étoile en forme. Pendant des milliards d'années, cet équilibre est maintenu et l'étoile brille de manière stable. Notre Soleil fait cela depuis environ 4 milliards et demi d'années,
et continuera pendant environ 5 milliards d'années supplémentaires. Mais un jour, inévitablement, le combustible nucléaire s'épuise. L'étoile a converti tout son hydrogène en hélium, puis, selon sa masse, l'hélium en carbone et en oxygène, et peut-être encore d'autres éléments plus lourds. Quand le combustible est épuisé, les réactions de fusion s'arrêtent. La pression thermique disparaît. Et sans rien pour contrebalancer la gravité, l'étoile commence à s'effondrer sur elle-même. C'est un moment dramatique dans la vie d'une étoile, un moment de crise cosmique. Que se passe-t-il ensuite dépend entièrement de la masse de l'étoile, et le principe d'exclusion de Pauli joue un rôle central dans chaque scénario possible. Pour une étoile de masse comparable à celle de notre Soleil, jusqu'à environ 1 fois et 4/10 la masse du Soleil, le résultat est ce qu'on appelle une naine blanche. Quand le noyau de l'étoile s'effondre, les atomes sont comprimés à des densités extraordinaires. Les électrons sont poussés de plus en plus près les uns des autres. Mais à mesure que la densité augmente, le principe d'exclusion de Pauli entre en jeu de manière spectaculaire. Les électrons, incapables de partager les mêmes états quantiques, sont forcés dans des états d'énergie de plus en plus élevés. Cette résistance quantique à la compression crée une pression, la pression de dégénérescence électronique qui s'oppose à la gravité. Et à un certain point, cette pression quantique devient suffisante pour stopper l'effondrement gravitationnel. L'étoile atteint un nouvel équilibre, non plus maintenu par la fusion nucléaire, mais uniquement par le principe d'exclusion de Pauli. L'objet résultant est une naine blanche, l'un des objets les plus extraordinaires de l'univers. Une naine blanche typique a approximativement la masse du Soleil, mais le volume de la Terre. Cela signifie que la densité est environ 1 million de fois celle de l'eau. Une cuillère à café de matière de naine blanche pèserait environ 5 tonnes et demie sur Terre. C'est une densité inimaginable. Et pourtant, l'objet est stable, maintenu contre sa propre gravité écrasante par rien d'autre que le refus obstiné des électrons de partager les mêmes états quantiques. Il n'y a pas de réaction nucléaire dans une naine blanche. Il n'y a pas de source d'énergie. L'étoile brille uniquement parce qu'elle est encore chaude de son effondrement. Et elle se refroidit lentement au fil des milliards d'années, comme une braise mourante. Mais elle ne s'effondre pas davantage, car le principe de Pauli la protège. L'histoire de la compréhension des naines blanches est elle-même fascinante et liée à l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire de l'astrophysique. En 1930, un jeune physicien indien de 19 ans, Subrahmanyan Chandrasekhar, était en route vers l'Angleterre par bateau pour poursuivre ses études à Cambridge. Pendant le long voyage, il fit des calculs sur la structure des naines blanches en utilisant la mécanique quantique et la relativité restreinte. Et il arriva à une conclusion stupéfiante. Il découvrit qu'il existait une masse maximale pour les naines blanches, au-delà de laquelle la pression de dégénérescence électronique ne pouvait plus résister à la gravité. Cette masse limite, environ 1 fois et 4/10 la masse du Soleil, est aujourd'hui connue sous le nom de limite de Chandrasekhar. Pour une étoile dont le noyau dépasse cette limite, la pression de dégénérescence des électrons est insuffisante. La gravité gagne et quelque chose de plus dramatique se produit. Quand Chandrasekhar présenta ses résultats à Cambridge, il se heurta à l'opposition féroce d'Arthur Eddington, l'un des astrophysiciens les plus éminents de l'époque. Eddington refusait d'accepter l'idée
qu'une étoile puisse s'effondrer indéfiniment au-delà de la limite de Chandrasekhar. Il considérait cette conclusion comme absurde et humilia publiquement le jeune Chandrasekhar lors d'une réunion de la Royal Astronomical Society en janvier 1935. Eddington déclara qu'il devait y avoir une loi de la nature empêchant une étoile de se comporter de cette manière absurde. C'était un moment douloureux pour Chandrasekhar, mais l'histoire lui donna raison. La limite de Chandrasekhar est aujourd'hui l'un des résultats les plus importants de l'astrophysique et Chandrasekhar reçut le prix Nobel de physique en 1983 pour ses travaux sur la structure et l'évolution des étoiles. Alors, que se passe-t-il quand le noyau d'une étoile dépasse la limite de Chandrasekhar? La pression de dégénérescence électronique est vaincue et l'effondrement se poursuit. Les électrons et les protons sont comprimés ensemble avec une telle force qu'ils fusionnent pour former des neutrons via un processus appelé capture électronique. L'énergie libérée dans ce processus est emportée par des neutrinos qui s'échappent de l'étoile en une fraction de seconde, emportant une quantité prodigieuse d'énergie. C'est ce flux de neutrinos qui fut détecté lors de l'observation de la supernova SN 1987A dans le Grand Nuage de Magellan, confirmant notre compréhension de ces événements cataclysmiques. Les couches extérieures de l'étoile, privées du soutien du noyau, s'effondrent, puis rebondissent sur le noyau ultra-dense, créant une onde de choc qui propulse ces couches dans l'espace à des vitesses de dizaines de milliers de kilomètres par seconde. C'est une supernova, l'une des explosions les plus puissantes de l'univers, brièvement plus brillante qu'une galaxie entière. Et au centre de cette explosion, le noyau effondré forme un nouvel objet extraordinaire, une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons est un objet incroyable. Elle a typiquement une masse de 1 à 2 fois celle du Soleil, mais un diamètre d'environ 20 km seulement. Pour mettre cela en perspective, c'est comme comprimer toute la masse du Soleil dans un volume à peine plus grand qu'une ville de taille moyenne. La densité est stupéfiante, environ 100 billions de fois celle de l'eau. Une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait environ 6 milliards de tonnes sur Terre. La gravité à la surface d'une étoile à neutrons est environ 200 milliards de fois celle à la surface de la Terre. Si vous laissiez tomber un objet d'une hauteur d'1 mètre au-dessus de la surface d'une étoile à neutrons, il frapperait la surface à une vitesse d'environ 7 millions de kilomètres par heure. Et qu'est-ce qui empêche cette étoile à neutrons de s'effondrer davantage? Encore une fois, et c'est le principe d'exclusion de Pauli, mais cette fois appliqué aux neutrons. Les neutrons, comme les électrons, sont des fermions avec un spin d'1,5. Ils obéissent au principe d'exclusion. Les neutrons dans le noyau comprimé de l'étoile refusent de partager les mêmes états quantiques, créant une pression de dégénérescence neutronique qui résiste à la gravité. C'est le même principe que pour les naines blanches, mais à une échelle et une densité incomparablement plus grandes. Le principe d'exclusion de Pauli, la même règle qui détermine la chimie de l'hydrogène et la couleur de l'or, est capable de soutenir un objet qui pèse plus que le Soleil contre sa propre gravité écrasante. La portée de ce principe est véritablement cosmique. Les étoiles à neutrons présentent des propriétés fascinantes qui sont toutes, d'une manière ou d'une autre, liées au principe d'exclusion. Beaucoup d'entre elles tournent extrêmement rapidement sur elles-mêmes, jusqu'à plusieurs centaines de rotations par seconde, et émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique depuis leur pôle magnétique. Comme un phare cosmique,
ces faisceaux balaient l'espace à chaque rotation. Et si la Terre se trouve dans le chemin d'un de ces faisceaux, nous observons des impulsions régulières de rayonnement. Ces étoiles à neutrons en rotation rapide sont appelées pulsars, et leur découverte en 1967 par Jocelyn Bell Burnell et Anthony Hewish fut l'une des plus grandes surprises de l'astrophysique du XXe siècle. Les champs magnétiques des étoiles à neutrons sont les plus puissants de l'univers connu, pouvant atteindre 1 milliard de Tesla, 1 billion de fois plus intense que le champ magnétique terrestre. Ces champs magnétiques extrêmes sont eux-mêmes liés au comportement des électrons et des neutrons, tous soumis au principe d'exclusion. Mais même la pression de dégénérescence neutronique a ses limites. Il existe une masse maximale pour les étoiles à neutrons, au-delà de laquelle même le refus des neutrons de partager leurs états quantiques ne peut plus résister à la gravité. Cette limite, appelée la limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, se situe entre environ 2 et 3 masses solaires, bien que la valeur exacte dépende de l'équation d'état de la matière nucléaire ultra-dense, qui n'est pas encore parfaitement connue. Quand le noyau effondré d'une étoile dépasse cette limite, rien dans la physique connue ne peut arrêter l'effondrement. La matière s'effondre indéfiniment, la densité augmente sans limite et il se forme un trou noir. Un trou noir est, d'une certaine manière, la victoire ultime de la gravité sur le principe d'exclusion de Pauli. C'est le point où même les fermions les plus récalcitrants ne peuvent plus résister à l'attraction gravitationnelle. Toute la matière s'effondre en une singularité, un point de densité théoriquement infini, entouré d'un horizon des événements, une frontière au-delà de laquelle rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Mais il reste des questions ouvertes, fascinantes. Que se passe-t-il réellement à l'intérieur d'un trou noir? Le principe d'exclusion cesse-t-il véritablement de fonctionner, ou la singularité est-elle un signe que notre physique actuelle est incomplète? La plupart des physiciens pensent que la formation d'une singularité indique que la relativité générale et la mécanique quantique doivent être unifiées dans une théorie quantique de la gravité pour décrire correctement ces conditions extrêmes. Ce qui se passe réellement au cœur d'un trou noir reste l'un des plus grands mystères de la physique contemporaine, et le principe d'exclusion de Pauli est au cœur de ce mystère. Revenons maintenant sur Terre, ou du moins dans le monde de la physique du solide, pour explorer une autre conséquence majeure du principe d'exclusion de Pauli, la théorie des bandes d'énergie dans les solides, qui explique pourquoi certains matériaux sont des conducteurs, d'autres des isolants et d'autres encore des semi-conducteurs. Quand un grand nombre d'atomes sont rassemblés pour former un solide, leurs orbitales atomiques individuelles se combinent et se chevauchent pour former ce qu'on appelle des bandes d'énergie, des gammes continues d'états d'énergie que les électrons peuvent occuper. Ces bandes sont séparées par des gaps ou bandes interdites, des gammes d'énergie qu'aucun état électronique ne peut avoir. Le principe d'exclusion de Pauli détermine comment les électrons remplissent ces bandes. Les électrons occupent les états d'énergie les plus bas disponibles, un par état, conformément au principe d'exclusion. Le résultat est que les bandes de basse énergie sont complètement remplies et les bandes de haute énergie sont complètement vides, avec peut-être une bande partiellement remplie au milieu. Le comportement électrique du matériau dépend entièrement de la manière dont ces bandes sont remplies. Dans un métal conducteur, comme le cuivre ou l'aluminium, la bande la plus haute qui contient des électrons, appelée la bande de valence,
n'est que partiellement rempli. Cela signifie qu'il y a des états d'énergie vides immédiatement au-dessus du dernier état occupé. Quand un champ électrique est appliqué, les électrons peuvent facilement se déplacer vers ces états vides, ce qui crée un courant électrique. C'est pourquoi les métaux conduisent l'électricité. Dans un isolant, comme le diamant ou le verre, la bande de valence est complètement remplie et il y a un grand gap d'énergie avant la prochaine bande vide, appelée la bande de conduction. Les électrons ne peuvent pas facilement franchir ce gap, donc ils ne peuvent pas se déplacer librement, et le matériau ne conduit pas l'électricité. Dans un semi-conducteur, comme le silicium ou le germanium, la situation est intermédiaire. Le gap d'énergie entre la bande de valence pleine et la bande de conduction vide est relativement petit. À température ambiante, quelques électrons ont suffisamment d'énergie thermique pour franchir ce gap, ce qui donne au matériau une conductivité modeste qui augmente avec la température. C'est cette propriété intermédiaire qui rend les semi-conducteurs si utiles en électronique. Toute la technologie moderne, les transistors, les circuits intégrés, les microprocesseurs, les smartphones, les ordinateurs, Internet, tout cela repose sur la physique des semi-conducteurs, qui est elle-même une conséquence directe de la théorie des bandes, qui est elle-même une conséquence directe du principe d'exclusion de Pauli. Quand vous regardez cette vidéo sur votre écran, les transistors dans votre appareil fonctionnent grâce au mouvement contrôlé d'électrons dans des semi-conducteurs. Un mouvement gouverné par les bandes d'énergie qui existent à cause du principe d'exclusion. Il y a une ligne directe, une chaîne causale, ininterrompue, entre le postulat d'un jeune physicien autrichien en 1925 et la capacité que vous avez en ce moment de regarder cette vidéo. C'est la puissance des principes fondamentaux de la physique. Le concept d'énergie de Fermi est également crucial ici. L'énergie de Fermi est l'énergie du plus haut état occupé par un électron dans un solide à zéro absolu. C'est une conséquence directe du principe d'exclusion, car si les électrons pouvaient tous s'entasser dans le même état de basse énergie, il n'y aurait pas besoin d'énergie de Fermi. Mais comme chaque électron doit occuper un état différent, les électrons remplissent progressivement les états d'énergie et le dernier électron ajouté occupe un état d'énergie potentiellement très élevé, l'énergie de Fermi. Dans un métal typique, l'énergie de Fermi est de l'ordre de quelques électronvolts, ce qui correspond à une température de dizaines de milliers de Kelvin. Cela signifie que même à température ambiante, les électrons dans un métal se comportent comme s'ils étaient à une température de dizaines de milliers de degrés. Non pas parce qu'ils sont chauds au sens thermique, mais parce que le principe d'exclusion les force dans des états de haute énergie. C'est l'un des résultats les plus contre-intuitifs de la physique du solide, et il est entièrement dû au principe de Pauli. Parlons maintenant du ferromagnétisme, la propriété qui fait qu'un aimant est un aimant. Le ferromagnétisme est l'un des phénomènes macroscopiques les plus directement liés au principe d'exclusion de Pauli, à travers l'interaction d'échange que nous avons mentionné plus tôt. Dans un matériau ferromagnétique comme le fer, l'interaction d'échange entre les électrons de valence des atomes voisins favorise l'alignement parallèle de leurs spins. Quand les spins de milliards d'électrons dans une région du matériau s'alignent dans la même direction, cette région, appelée un domaine magnétique, acquiert un moment magnétique macroscopique. Si les domaines d'un morceau de fer sont eux-mêmes alignés, le morceau tout entier devient un aimant permanent,
L'interaction d'échange qui est responsable de cet alignement est une conséquence purement quantique du principe d'exclusion. Elle n'a pas d'analogue classique. Vous ne pouvez pas comprendre le ferromagnétisme sans la mécanique quantique et plus spécifiquement sans le principe de Pauli. Chaque aimant sur votre réfrigérateur, chaque moteur électrique, chaque disque dur dans un ordinateur, chaque appareil d'imagerie par résonance magnétique dans un hôpital, tous ces dispositifs fonctionnent grâce au ferromagnétisme, qui fonctionne grâce à l'interaction d'échange, qui existe grâce au principe d'exclusion de Pauli. C'est encore une de ces chaînes causales extraordinaires qui relient un principe fondamental de la physique quantique à la technologie de notre vie quotidienne. Le principe d'exclusion de Pauli ne se limite pas aux électrons. Il s'applique à tous les fermions, y compris les protons et les neutrons à l'intérieur du noyau atomique. Et c'est dans la physique nucléaire que nous trouvons une autre manifestation spectaculaire de ce principe. Les protons et les neutrons dans un noyau atomique s'organisent en couches nucléaires de manière analogue aux couches électroniques dans un atome. Et tout comme les couches électroniques, les couches nucléaires sont une conséquence du principe d'exclusion de Pauli appliqué au nucléon. Le modèle en couches du noyau, développé indépendamment par Maria Goeppert-Mayer et J. Hans D. Jensen en 1949, qui reçurent conjointement le prix Nobel de physique en 1963 pour cette découverte, explique pourquoi certains noyaux sont particulièrement stables. Ces noyaux spécialement stables sont ceux qui ont des nombres magiques de protons ou de neutrons. Les nombres 2, 8, 20, 28, 50, 82 et 126. Ces nombres correspondent aux couches nucléaires complètes, tout comme les nombres d'électrons dans les gaz nobles correspondent aux couches électroniques complètes. L'hélium 4, avec 2 protons et 2 neutrons, est l'un des noyaux les plus stables qui existent. L'oxygène 16, avec 8 protons et 8 neutrons, est également exceptionnellement stable. Le plomb 208, avec 82 protons et 126 neutrons, est le noyau stable le plus lourd, un noyau doublement magique. Toute cette structure nucléaire qui détermine quels isotopes sont stables et lesquels sont radioactifs est une conséquence directe du principe d'exclusion de Pauli appliqué au nucléon. Et cette structure nucléaire a des conséquences cosmiques. La nucléosynthèse stellaire, le processus par lequel les étoiles fabriquent des éléments lourds à partir d'éléments légers par fusion nucléaire, est gouvernée par la physique nucléaire, qui est elle-même gouvernée en partie par le modèle en couche nucléaire, qui est lui-même une conséquence du principe d'exclusion. Les étoiles convertissent l'hydrogène en hélium, puis l'hélium en carbone et en oxygène, puis le carbone en néon, le néon en oxygène, l'oxygène en silicium et finalement le silicium en fer. La chaîne de fusion s'arrête au fer parce que le fer a le noyau le plus fortement lié par nucléon, ce qui signifie que la fusion au-delà du fer absorbe de l'énergie au lieu d'en libérer. Les éléments plus lourds que le fer sont fabriqués principalement dans les supernovae, par capture de neutrons rapides, un processus explosif qui crée tous les éléments lourds du tableau périodique en quelques secondes. Chaque atome de carbone dans votre ADN, chaque atome de calcium dans vos os, chaque atome de fer dans votre sang a été fabriqué dans le cœur d'une étoile ou dans l'explosion d'une supernova, et les réactions nucléaires qui les ont créées sont gouvernées par la physique des couches nucléaires, qui est une conséquence du principe d'exclusion de Pauli.
Carl Sagan avait raison de dire que nous sommes de la poussière d'étoiles, mais il aurait pu ajouter que cette poussière d'étoiles a été façonnée par le principe d'exclusion de Pauli. Faisons maintenant une pause pour un moment de réflexion. Si vous êtes encore là, si vous avez suivi ce voyage depuis les nombres quantiques jusqu'aux étoiles mourantes, depuis les orbitales atomiques jusqu'aux pulsars, alors vous comprenez maintenant quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Vous comprenez qu'un seul principe quantique, découvert par un jeune homme de 25 ans en 1925, est responsable de la diversité chimique, de la solidité de la matière, de la structure des étoiles, de la physique nucléaire, de l'électronique moderne, du magnétisme et, ultimement, de votre propre existence. Si ce genre de connexion cosmique ne vous donne pas des frissons, je ne sais pas ce qui le pourrait. Et si vous appréciez ce voyage, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager vos pensées dans les commentaires. Quelle conséquence du principe de Pauli vous a le plus surpris? Continuons maintenant notre exploration avec quelques expériences de pensée fascinantes. Imaginons un instant, purement à titre d'expérience de pensée, que le principe d'exclusion de Pauli cesse soudainement de fonctionner. Imaginons qu'un matin, à l'aube, une modification mystérieuse des lois de la physique élimine la contrainte d'antisymétrie des fonctions d'onde des fermions. Que se passerait-il? La réponse est absolument catastrophique, et explorer cette catastrophe en détail nous aide à apprécier à quel point le principe d'exclusion est vital pour l'existence de tout ce que nous connaissons. Dans les premières fractions de seconde après la disparition du principe de Pauli, les électrons dans chaque atome de l'univers commenceraient à s'effondrer vers le niveau d'énergie le plus bas. Plus rien ne les empêcherait de s'entasser tous dans l'orbital 1s. Les configurations électroniques élaborées qui donnent à chaque élément ses propriétés uniques se dissolveraient instantanément. Le lithium, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer, l'or, l'uranium, tous les éléments du tableau périodique perdraient leur identité chimique distinctive. Chaque atome deviendrait un minuscule objet sphérique avec tous ses électrons agglutinés contre le noyau, bien plus compact qu'un atome normal. Les tailles des atomes diminueraient considérablement, car les électrons ne seraient plus contraints d'occuper des orbitales éloignées du noyau. Avec la disparition des configurations électroniques, les liaisons chimiques cesseraient d'exister sous leur forme actuelle. Toute la chimie, chaque réaction, chaque molécule dépend de la manière spécifique dont les électrons de valence, les électrons des couches externes, interagissent entre les atomes. Si tous les électrons sont dans la couche 1s, il n'y a plus d'électrons de valence au sens traditionnel et les mécanismes de liaison covalente, ionique et métallique que nous connaissons cessent de fonctionner. L'eau, H2O, ne serait plus une molécule stable. L'ADN, cette extraordinaire double hélice qui porte le code de la vie, se désintégrerait. Les protéines, les lipides, les glucides, toutes les molécules biologiques perdraient leur structure et leur fonction. Les conséquences, pour la matière, seraient tout aussi dramatiques. Sans la pression de dégénérescence électronique, la matière n'aurait plus la même résistance à la compression. Les objets solides perdraient leur rigidité. Votre corps, la chaise sur laquelle vous êtes assis, le bâtiment dans lequel vous vous trouvez, la Terre elle-même, tout commencerait à se comprimer et à se restructurer d'une manière catastrophique. La densité de la matière augmenterait considérablement à mesure que les atomes, maintenant plus petits, se rapprocheraient. Ce
Pour les étoiles, la conséquence serait instantanée et spectaculaire. Les naines blanches, qui sont maintenues uniquement par la pression de dégénérescence électronique, s'effondreraient immédiatement. Sans le principe d'exclusion pour créer la pression de dégénérescence, rien ne pourrait arrêter la gravité. Des milliards de naines blanches à travers l'univers s'effondreraient simultanément, potentiellement formant des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Mais les étoiles à neutrons elles-mêmes ne seraient pas épargnées, car la pression de dégénérescence neutronique, qui est aussi une conséquence du principe de Pauli appliqué aux neutrons, disparaîtrait aussi. Les étoiles à neutrons s'effondreraient en trous noirs. Un nombre prodigieux de trous noirs se formerait simultanément à travers l'univers. Même les étoiles en activité seraient profondément affectées. La structure interne d'une étoile, comme le Soleil, dépend de la physique quantique des électrons et des noyaux. Les taux de réaction nucléaire, qui dépendent des probabilités d'effet tunnel quantique et de la structure des niveaux nucléaires, changeraient radicalement si les couches nucléaires n'existaient plus. Le Soleil ne fonctionnerait plus de la même manière, et il est difficile de prédire exactement ce qui se passerait, mais il est clair que l'équilibre délicat qui permet au Soleil de briller de manière stable serait rompu. En résumé, si le principe d'exclusion de Pauli cessait de fonctionner, l'univers que nous connaissons disparaîtrait en un clin d'œil. La diversité chimique s'évanouirait, la matière perdrait sa structure, les étoiles s'effondreraient, la vie deviendrait impossible, l'univers deviendrait un lieu simple, uniforme et stérile, un océan de matière dense, sans structure, sans complexité, sans beauté, et certainement sans personne pour observer son propre anéantissement. Considérons maintenant l'expérience de pensée inverse. Que se passerait-il si les électrons n'étaient pas des fermions, mais des bosons? Si les électrons avaient un spin entier au lieu d'un spin demi-entier, ils n'obéiraient pas au principe d'exclusion. Au contraire, comme tous les bosons, ils auraient tendance à s'agglutiner dans le même état quantique. Le comportement de la matière serait radicalement différent. Tous les électrons dans chaque atome se condenseraient dans l'orbital, un S. Les atomes seraient beaucoup plus petits et tous auraient essentiellement les mêmes propriétés, quel que soit le nombre d'électrons. Il n'y aurait pas de tableau périodique au sens où nous le connaissons, pas de chimie complexe, pas de matériaux aux propriétés diverses. La matière serait un bloc uniforme et sans caractéristiques. À très basse température, les électrons bosoniques pourraient former un condensat de Bose-Einstein, un état macroscopique cohérent dans lequel tous les électrons se comporteraient comme une seule entité quantique. Les propriétés de la matière dans cet état seraient totalement différentes de tout ce que nous connaissons. La conductivité électrique, les propriétés optiques, la réponse aux champs magnétiques, tout serait changé de manière fondamentale. C'est un univers que nous pouvons à peine imaginer, un univers de monotonie quantique où la diversité et la complexité qui caractérisent notre réalité n'existeraient tout simplement pas. Il existe cependant une situation fascinante dans notre propre univers où les fermions trouvent un moyen astucieux de contourner, mais sans violer, le principe d'exclusion de Pauli. Cette situation est la supraconductivité. Dans un supraconducteur, à des températures très basses, les électrons forment des paires, appelées paires de Cooper, du nom du physicien Leon Cooper,
qui les a théorisés. Chaque paire de Cooper est composée de 2 électrons liés par une interaction attractive médiée par les vibrations du réseau cristallin, les phonons. L'astuce est que chaque paire de Cooper est constituée de 2 électrons avec des moments et des spins opposés, de sorte que le spin total de la paire est 0. Un spin de 0 est un spin entier, ce qui signifie que la paire de Cooper se comporte comme un boson. Et comme les bosons n'obéissent pas au principe d'exclusion, les paires de Cooper peuvent toutes se condenser dans le même état quantique, formant un condensat de Bose-Einstein de paires d'électrons. C'est ce condensat qui est responsable des propriétés extraordinaires des supraconducteurs, en particulier leur résistance électrique nulle. Le courant peut circuler indéfiniment dans un supraconducteur sans aucune dissipation d'énergie. Cette théorie de la supraconductivité, connue sous le nom de théorie BCS, du nom de ses 3 auteurs, John Bardeen, Leon Cooper et G. Robert Schrieffer, leur valut le prix Nobel de physique en 1972. Ce qui est philosophiquement intéressant dans la supraconductivité, c'est qu'elle ne viole pas le principe d'exclusion de Pauli. Les électrons individuels obéissent toujours au principe d'exclusion. Ce sont les paires de Cooper, des entités composites formées de 2 fermions qui se comportent comme des bosons. Le principe de Pauli est contourné, pas violé, et c'est cette distinction subtile qui rend la supraconductivité possible. Un phénomène analogue se produit avec l'hélium. L'hélium existe sous 2 formes isotopiques principales. L'hélium 4, avec 2 protons et 2 neutrons, a un spin total nul et est donc un boson. L'hélium 3, avec 2 protons et un seul neutron, a un spin total d'1,5 et est donc un fermion. Cette différence a des conséquences spectaculaires à très basse température. L'hélium 4, étant un boson, devient superfluide à une température d'environ 2,17 Kelvin, c'est-à-dire 2,17 degrés au-dessus du zéro absolu. La superfluidité est un état dans lequel le liquide coule sans aucune viscosité, peut grimper les parois d'un récipient et présente d'autres propriétés extraordinaires. Cette superfluidité est due à la condensation de Bose-Einstein des atomes d'hélium 4 qui peuvent tous occuper le même état quantique macroscopique parce qu'ils sont des bosons. L'hélium 3, en revanche, étant un fermion, ne peut pas simplement se condenser dans le même état. Il doit d'abord former des paires de Cooper, comme les électrons dans un supraconducteur, pour créer des entités composites bosoniques qui peuvent ensuite se condenser. Ce processus de formation de paires est beaucoup plus difficile et ne se produit qu'à des températures extrêmement basses, environ 0,0025 Kelvin, soit 2,5 millikelvin. C'est près de 1000 fois plus froid que la température de superfluidité de l'hélium 4. Cette différence dramatique de température entre la superfluidité de l'hélium 4 bosonique et celle de l'hélium 3 fermionique est une démonstration directe et frappante de la différence entre le comportement des bosons et celui des fermions, et donc de l'importance du principe d'exclusion de Pauli. La découverte de la superfluidité de l'hélium 3 valut le prix Nobel de physique en 1996 à David Lee, Douglas Ocheroff et Robert Richardson. Plongeons maintenant dans un territoire encore plus profond et plus spéculatif. Nous avons vu que le principe d'exclusion de Pauli est une conséquence du théorème spin statistique qui est lui-même démontré à partir de certains axiomes fondamentaux de la théorie quantique des champs. Mais ces axiomes
sont-ils les derniers mots? Y a-t-il quelque chose de plus profond encore? Le principe d'exclusion est-il véritablement fondamental ou émerge-t-il de quelque chose que nous n'avons pas encore compris? C'est l'une des questions ouvertes les plus fascinantes de la physique théorique. Le théorème spin statistique est prouvé dans le cadre de la théorie quantique des champs en espace-temps plat de Minkowski, c'est-à-dire en l'absence de gravité, Mais que se passe-t-il quand on inclut la gravité? La relativité générale d'Einstein nous dit que la gravité est une courbure de l'espace-temps, et dans un espace-temps courbe, certains des axiomes du théorème spin statistique doivent être modifiés ou généralisés. La question de savoir si le théorème survit dans un espace-temps courbe est techniquement complexe et n'est pas complètement résolue, bien que la plupart des physiciens croient que le principe d'exclusion reste valide dans toutes les situations physiquement réalistes. Mais aux échelles les plus extrêmes, à la fameuse échelle de Planck, là où la gravité quantique devient importante, nos théories actuelles cessent d'être fiables. L'échelle de Planck est caractérisée par la longueur de Planck, environ 1,6 fois 10 puissance moins 35 mètres, le temps de Planck, environ 5,4 fois 10 puissance moins 44 secondes, et l'énergie de Planck, environ 1,2 fois 10 puissance 19 gigaélectronvolts. Ces échelles sont si extrêmes qu'elles sont loin au-delà de ce que nos expériences peuvent atteindre. Les conditions qui règnent à l'échelle de Planck, celles qui existaient dans les toutes premières fractions de seconde après le Big Bang, ou celles qui pourraient exister au cœur d'un trou noir, nécessitent une théorie qui unifie la mécanique quantique et la relativité générale, une théorie de la gravité quantique.